Radio TLA, le 19h. Bonsoir, nous sommes le lundi 23 novembre et il est 19h. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Dubourg, président du Syndéac, avec qui nous parlerons de l'actualité du secteur culturel et des annonces attendues dans les prochains jours. Juste avant, c'est Vincent qui nous retracera l'histoire et les missions du Syndéac, puis direction le théâtre d'Arles dans les Bouches-du-Rhône avec sa directrice Valérie Delin. Et enfin, la belle jeunesse sera avec nous ce soir et toute la semaine pour des lectures. C'est le 19h de Radio TLA et c'est parti, jingle. Radio TLA. Et pour commencer, Vincent, vous nous expliquez ce qu'est le Syndéac. Oui, parce que vous qui venez régulièrement au théâtre Louis Aragon ou dans d'autres lieux, vous voyez des spectacles, peut-être suivez-vous aussi les artistes en résidence, mais derrière votre théâtre préféré, il y a bien sûr un milieu professionnel, une économie et différentes façons de faire, et donc des batailles à mener. Et comme dans tous les milieux professionnels, Clément, les batailles sont menées par des femmes et des hommes qui parfois se constituent en syndicat. Et oui, Jamy, eh bien, c'est ce qu'est le Syndéac. C'est un syndicat, le syndicat des entreprises artistiques et culturelles. Il est né en 1971 et regroupe à parité des équipes artistiques, on parle de compagnie, et la majorité des scènes publiques, les centres dramatiques nationaux, les pôles cirques, les scènes nationales, les scènes conventionnées comme ce qu'est le théâtre Aragon, et aussi les lieux danse comme les centres de développement chorégraphique nationaux. C'est-à-dire que ce sont des scènes qui sont soutenues par l'État et les collectivités territoriales. Et c'est le cas de notre TLA. Qui est dans ce syndicat aujourd'hui? Oui, eh bien, ce sont des adhérents, Clément. Tous les théâtres qui le souhaitent peuvent adhérer au Syndéac. Majoritairement, ici, ce sont des scènes publiques, de nombreux acteurs du service public de la culture qui se retrouvent ainsi dans les valeurs partagées et les combats à mener, c'est important. Ensuite, le Syndéac comporte un bureau et un conseil national avec des représentants élus parmi les adhérents. C'est le cas de votre invité dans un instant, qui est le président Nicolas Dubourg. Enfin, le Syndéac comporte aussi une administration avec une dizaine de salariés qui travaillent chaque jour pour les adhérents. Justement, aujourd'hui, Vincent, que fait le Syndéac au quotidien? Eh bien, ce syndicat, il a 3 grandes missions. D'abord, sur le terrain, tous les jours, il travaille à accompagner ses membres en les conseillant et en les défendant sur des sujets très divers et aussi propres à chaque lieu ou à chaque équipe artistique. Ensuite, à moyen et long terme, cet organisme est une instance de dialogue dans la construction des politiques publiques, que ce soit en lien avec le ministère de la Culture, par exemple, ou avec les collectivités territoriales, les régions, les départements et les villes partout en France. Enfin, le dernier point est majeur dans le rôle du syndicat. Il s'agit de discuter et de construire les textes qui cadrent l'organisation du travail du secteur. C'est là où je disais c'est une économie, c'est un modèle de travail. On parle ici d'une chambre professionnelle qui va travailler à défendre ses adhérents sur les modalités de travail, ensuite adoptées par tout le secteur. Inutile donc de vous dire qu'en ce moment, avec un déconfinement qui s'annonce compliqué, couvre-feu, pas couvre-feu, jauge réduite, de combien le Syndéac est au cœur des discussions avec les autorités pour défendre le secteur et donc faire en sorte que vous puissiez au plus vite et dans les meilleures conditions retrouver les salles de spectacle. Merci Vincent. Et c'est l'objet dès maintenant de notre entretien avec le président du Syndéac. Bonjour Nicolas Dubourg. Bonjour. Nicolas, vous dirigez le théâtre La Vignette à Montpellier depuis 2014, théâtre universitaire reconnu scène conventionnée d'intérêt national. Et vous êtes également, depuis janvier 2020, le nouveau président du Syndéac. Alors, le secteur culturel connaît en ce moment des difficultés. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qu'il sera possible de faire ces prochaines semaines, ces prochains mois. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, doit s'exprimer demain soir. Qu'y a-t-il à attendre et à espérer de ces annonces, Nicolas Dubourg? Nous, ce qu'on attend, c'est une clarification en fait de notre avenir. On a été depuis le début de cette pandémie face à des décisions très abruptes qui arrivaient, qu'on découvrait comme ça par les arrêtés administratifs. On est tous devenus des spécialistes du droit public qui savons faire la différence entre les arrêtés, les décrets, etc. Nous, ce qu'on demande, c'est une annonce politique qui nous donne un peu un horizon. On a conscience que tout ça est bien sûr dépendant de la question de la pandémie et que ce n'est pas notre spécialité, mais on pense que précisément pour paraphraser cette idée de gouverner, c'est prévoir, on demande à ce que, à un moment donné,
le gouvernement justement nous donne de la visibilité et nous permette de nous organiser, parce que le théâtre, c'est un travail dans lequel on a besoin d'organiser une programmation des mois, voire des années à l'avance. Les artistes ont besoin de répéter, on a besoin d'inscrire tout ça dans une durée et réagir du jour au lendemain, c'est extrêmement éprouvant pour les équipes. Alors, c'est une situation inédite, hein, justement, que l'on vit en ce moment. Les équipes artistiques sont menacées, fragilisées. Pour certaines, c'est la survie qui se joue en ce moment. Côté scène, les recettes de billetterie, les ventes de billets, les abonnements étaient en baisse en ce début de saison dans beaucoup de lieux. Comment vous croyez que le secteur va se relever avec cette chaîne création-diffusion qui aujourd'hui est enrayée? Alors, on est dans un système effectivement qui repose c'est un écosystème complexe où la solidarité joue à plusieurs endroits. Déjà, on est dans le secteur public, ce qui signifie que ce service offert à la population, ce service public de l'art et de la culture, dépend déjà de l'engagement politique des collectivités territoriales et de l'État. Sans ce soutien-là, il n'y a pas de service public. D'ailleurs, on le voit dans certains pays de l'Union européenne ou ailleurs dans le monde où la culture est vraiment en portion congrue. Eh bien, les premiers à avoir subi les conséquences de la crise, ça a été les précaires, au premier rang desquels les artistes. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, on est dans un secteur où il y a une grande asymétrie entre, d'une part, ce qu'on appelle les institutions publiques, que sont les théâtres, en particulier, par exemple, les théâtres labellisés ou les scènes conventionnées d'intérêt national, vous en parliez juste à l'instant, et puis les équipes artistiques, qui sont des petites associations, la plupart du temps, avec des économies très, très fragiles. Et là, le jeu de solidarité, c'est le fait de se dire que face à la crise, face à ces annulations administratives, on aurait pu assister à ce que le droit commercial permet, c'est-à-dire, en cas de force majeure, on annule tout simplement le contrat. C'est ce qu'on a observé dans d'autres secteurs d'activité économique où finalement, le petit prestataire qui avait prévu de livrer quelque chose à telle date, on lui dit le magasin est fermé, il a, comme on dit, que ses yeux pour pleurer. Nous, dans notre secteur, on a dit non, ça ne va pas se passer comme ça parce que les théâtres, sans les équipes, ça ne peut pas marcher. Donc, on ne peut pas juste leur dire revenez dans un mois quand on réouvrira. Donc, on a choisi d'être solidaires parce que notre écosystème dépend fondamentalement de ce jeu entre des pouvoirs publics, des institutions publiques et des équipes indépendantes. Donc, ça a été déjà un grand travail de mise autour de la table de tous ces acteurs-là pour que la compréhension de ce que nous vivions, de sa gravité et de la nécessité du dialogue était important. Et puis, maintenant, une fois qu'on a compris, il faut agir. Et c'est ce à quoi le Syndeac s'emploie quotidiennement, non seulement pour faire observer cette solidarité dans le secteur, mais aussi, une fois qu'on l'a observé, on va constater au niveau des théâtres, par exemple, une augmentation des coûts et une baisse des recettes. Une des revendications du Syndeac, c'est par exemple la compensation des pertes de billetterie. Et ça, on y travaille de manière à obtenir, on l'espère dans les prochains jours, les prochaines semaines, une annonce du gouvernement. On l'espère aussi. Alors, dernière question, Nicolas Dubourg. Sur chaque territoire, les lieux et les compagnies innovent et expérimentent des formes inédites. Est-ce que ça peut être une vraie réponse à la crise, selon vous ? Ce à quoi ça répond en premier lieu, c'est de se dire que quand on est un service public, quelle que soit la situation, on se doit d'être aux côtés des populations. Et c'est là où on voit toute la différence entre, je dirais, ce qui relève du divertissement et ce que les scènes publiques proposent aux populations. La pratique artistique amateur, le soutien à la création indépendante, la diffusion des œuvres, tout ça, ça participe déjà d'un éveil intellectuel, de la mise en place du débat critique, du dialogue interculturel. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes un service public. Ce n'est pas simplement pour passer un bon moment le soir après le travail, c'est également pour donner à la population un espace dans lequel
l'agora, le débat public, peut s'exercer en ayant du contenu, en ayant du matériau pour se faire. Donc nous, on a pensé que l'expérimentation qu'on devait mettre en place, elle était une manière de prolonger ce service public, en se disant que ce n'est pas parce qu'on était confiné chez nous pour des raisons sanitaires que, et on l'a vu, les débats qui sont nés sur la manière de traiter la pandémie. On voit aujourd'hui des débats qui font rage sur la question de, par exemple, la liberté de la presse. Tout ça, c'est des sujets qui sont dans le quotidien des Français. Et puis après, des débats je dirais, plus artistiques, mais qui permettent aussi de comprendre le monde dans lequel on vit. Nous, on a souhaité qu'il puisse se maintenir. Donc, on a dû inventer, en dehors du lieu de la représentation, d'autres solutions. Et c'est les artistes qui nous ont proposé, des fois par le biais de la radio, comme on est en train de le faire aujourd'hui, par le biais du Zoom. On a eu beaucoup d'ateliers, par exemple, de pratiques artistiques qui sont maintenus en visioconférence. Alors, c'est pas aussi agréable que d'habitude, mais malgré tout, ça permet de maintenir le lien. Puis ensuite, par le biais de l'écrit, par le biais des blogs, par le biais des réseaux sociaux, etc. Donc, on a beaucoup inventé et je pense que ça a souligné la nécessité, finalement, de toujours travailler la manière de créer du lien. Voilà. C'est que des fois, on a tendance à se dire, le spectacle vivant, c'est la représentation, oui, mais en amont de la représentation et en aval de la représentation, il y a une manière de maintenir le lien et je pense que cette crise aura été une manière aussi d'expérimenter une densification du lien entre les artistes et le public. Merci Nicolas Dubourg. Et donc on suivra les annonces du chef de l'État cette semaine et on vous retrouve sur le site internet du Syndeac, www.syndeac.org. Et sur le territoire maintenant, on vous emmène à Arles dans les Bouches-du-Rhône. C'est la plus grande ville de France en superficie, 7 fois Paris et 34 fois Tremblay en France. Au cœur de la ville, nous rejoignons le théâtre d'Arles et sa directrice Valérie Delin. Elle nous raconte le confinement vu depuis le théâtre de la plus grande ville de France. Comme la plupart de nos collègues, le théâtre aujourd'hui est fermé au public. En revanche, il est bien vivant puisque des artistes sont chez nous depuis le début du mois de novembre et à l'étang des Aunes, puisque nous bénéficions d'un lieu de résidence qui appartient au département, dans lequel nous accueillons plutôt des équipes assez nombreuses. Donc là, en ce moment, nous accueillons Sylvain Prudhomme avec sa prochaine création avec Jonathan Châtel, qui s'appelle Communauté et qui sont en train d'écrire ensemble depuis le 19 novembre. Et aujourd'hui arrive l'équipe que nous accueillons pendant 2 ans, qui sont nos artistes complices, et qui habite sur notre territoire, qui s'appelle la Mondiale Générale, pour répéter un travail que nous devions présenter en extérieur pendant 4 soirs au début du mois de novembre, qui n'a pas pu être joué et qui va en fait s'écrire un peu autrement, sur une forme un peu plus grande pour la Biennale des Arts du Cirque à Marseille en février. Voilà. Et puis la semaine dernière, nous avons mené avec le public une expérience un peu particulière, puisqu'avec plusieurs de mes collègues en France, nous avons accompagné Marion Sieffert, qui avait créé Jeanne d'Arc près de chez vous à Aubervilliers, pour faire une nouvelle version en fait de Jeanne d'Arc dans un appartement, une version en live pour Instagram que nous avons présentée pendant 3 soirs, voilà, la semaine dernière. Voilà un peu l'actualité de notre mois de novembre et nous espérons bien reprendre dès le début du mois de décembre, si c'est envisageable, et nous verrons ça demain en fonction des nouvelles annonces gouvernementales. Voilà.
Je vous remercie et à bientôt peut-être. Merci beaucoup Valérie Delin et retrouvez l'actualité du Théâtre d'Arles sur les réseaux du théâtre et sur leur site www.théâtre-arles.com. Cette semaine, la belle jeunesse reprend la parole, 5 épisodes et un thème, comment la littérature nous sauve et permet de sauvegarder notre humanité quand elle est menacée. Aujourd'hui, Gaël Faye, Petit pays. Au cœur de ce roman, Gabriel se détache peu à peu de sa bande de copains et découvre par hasard la littérature au milieu du chaos. Un après-midi, j'ai croisé par hasard Madame Economopoulos devant sa haie de bougainvilliers. On a échangé quelques mots sur la saison des pluies et le beau temps, puis elle m'a invité à entrer dans sa maison pour m'offrir un verre de jus de barbadine. Dans son grand salon, mon regard a tout de suite été attiré par la bibliothèque lambrissée qui couvrait entièrement un des murs de la pièce. Je n'avais jamais vu autant de livres en un seul lieu, du sol au plafond. « Vous avez lu tous ces livres ?» j'ai demandé. « Oui, certains plusieurs fois même. Ce sont les grands amours de ma vie. Ils me font rire, pleurer, douter, réfléchir. Ils me permettent de m'échapper. Ils m'ont changé, ont fait de moi une autre personne. » Un livre peut nous changer ? Bien sûr, un livre peut te changer, et même changer ta vie, comme un coup de foudre. Et on ne peut pas savoir quand la rencontre aura lieu. Il faut se méfier des livres. Ce sont des génies endormis. Mes doigts couraient sur les rayonnages, caressaient les couvertures, leurs textures si différentes les unes des autres. J'énonçais en silence les titres que je lisais. Madame Economopoulos m'observait sans rien dire. Mais alors que je m'attardais particulièrement sur un livre, intriguée par le titre, elle m'a encouragée. « Prends-le, je suis sûre qu'il te plaira. » Ce soir-là, avant d'aller au lit, j'ai emprunté une lampe torche dans un des tiroirs du secrétaire de papa. Sous les draps, j'ai commencé à lire le roman, l'histoire d'un vieux pêcheur, d'un petit garçon, d'un gros poisson, d'une bande de requins. Au fil de la lecture, mon lit se transformait en bateau. J'entendais les clapotis des vagues taper contre le bord du matelas. Je sentais l'air du large et le vent pousser la voile de mes draps. Le lendemain, j'ai rapporté le livre à Madame Economopoulos. « Tu l'as déjà terminé ? Bravo, Gabriel. Je vais t'en prêter un autre. » La nuit d'après, j'entendais le bruit des fers qui se croisent, le galop des chevaux, le froissement des capes de chevalier, le froufrou de la robe en dentelle d'une princesse. Un autre jour, j'étais dans une pièce exiguë, cachée avec une adolescente et sa famille, dans une ville en guerre et en ruine. Elle me laissait lire par-dessus son épaule les pensées qu'elle couchait dans son journal intime. Elle parlait de ses peurs, de ses rêves, de ses amours, de sa vie d'avant. J'avais l'impression que c'était moi dont il était question, que j'aurais pu écrire ces lignes. Chaque fois que je lui rapportais un livre, Madame Economopoulos voulait savoir ce que j'en avais pensé. Je me demandais ce que ça pouvait bien lui faire. Au début, je racontais brièvement l'histoire, quelques actions significatives, le nom des lieux et des protagonistes. Je voyais qu'elle était contente et j'avais surtout envie qu'elle me prête à nouveau un livre pour filer dans ma chambre le dévorer. N'hésitez pas à réagir à l'émission en commentaire sur nos réseaux ou par mail radio@tla-tremblay.fr. Nous remercions Nicolas Dubourg, Valérie Delin, la belle jeunesse, Vincent et toute l'équipe du TLA qui a participé à la réalisation de cette émission. Prochain rendez-vous demain 19h et d'ici là, portez-vous bien. Radio TLA, le 19h.